Accord d'Oslo, du baptême aux funérailles. Washington, 13 septembre 1993. Devant la Maison Blanche, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrent la main, sous l'œil bienveillant du président américain Bill Clinton. Les télévisions retransmettent la cérémonie aux quatre coins de la planète. Un espoir fou s'empare de tous. Palestiniens et Israéliens sont parvenus au bord de la paix. Un conflit vieux de près d'un siècle est en voie de résolution. Une décennie et demie plus tard, au Proche-Orient, les illusions se sont consumées dans les brasiers qui s'allument partout, du Liban à l'Afghanistan, de l'Irak à la Somalie. L'onde de conflits meurtriers aux multiples ramifications embrase la région. Et les perspectives d'un accord israélo-palestinien semblent plus éloignées que jamais. Comment en est-on arrivé là? Au début des années 1990, le monde semblait s'engager dans une voie inédite. Le dépassement de la guerre froide et un ordre international nouveau. Une redistribution des cartes s'opérait sur les scènes internationales et régionales. L'Union soviétique sombrait et les États-Unis remportaient une victoire éclatante contre l'Irak en 1990-91. Mais pour libérer le Koweït, Washington avait pris, au nom du droit international, la tête d'une croisade dans laquelle s'étaient enrôlés l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Syrie et d'autres pays arabes. Le droit international ne devrait-il pas s'appliquer aussi en Palestine? Pourquoi les résolutions des Nations unies seraient-elles pertinentes exclusivement pour un riche émirat pétrolier? Poussés par leur allié arabe, les États-Unis contribuaient à la convocation d'une conférence de paix à Madrid en octobre 1991 et réussissaient à y traîner le premier ministre de droite israélien Yitzhak Shamir, pourtant très réticent. Pour la première fois depuis 1949, des délégations des divers pays arabes, des Palestiniens et d'Israël se retrouvaient autour d'une même table. La fatigue des deux camps contribuait au dégel. En Israël, le ciment idéologique qui soudait le pays s'était effrité. Un mouvement composite pour la paix avait grandi. Une partie des jeunes refusait les 3 années de service militaire obligatoire. Les réservistes rechignaient à revenir régulièrement servir leur pays, ne vibraient pas en entendant les noms bibliques de Judée et de Samarie, n'avaient aucune vocation de pionniers. Ils aspiraient seulement à une vie normale. De leur côté, les Palestiniens, épuisés par la première intifada, par une coûteuse résistance, espéraient simplement voir reconnaître rapidement leurs droits sur la Cisjordanie et sur Gaza. Ils aspiraient eux aussi à une vie normale, où ils seraient libres de toute occupation. Tandis qu'à Washington, les délégations du gouvernement israélien et des Palestiniens des territoires occupés, Israël refusait toujours tout contact avec l'OLP, discutaient sans grand résultat. Des représentants des deux camps se réunissaient secrètement à Oslo au début de 1993. À l'issue de longues tractations, ils adoptaient une déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie. Il est temps, affirmait-il, de mettre fin à des décennies de conflits, de reconnaître les droits légitimes et politiques réciproques des Israéliens et des Palestiniens.
de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et la dignité et la sécurité mutuelle, et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global, ainsi qu'à une réconciliation historique. Que prévoyaient les accords d'Oslo? La création en Cisjordanie et à Gaza d'une autorité palestinienne, à laquelle seraient transférés un certain nombre de pouvoirs, éducation, santé, affaires sociales, etc., et qui disposerait d'une force de police. L'armée d'occupation se redéploierait en dehors des villes et des villages, mais continuerait de contrôler les frontières extérieures et les colonies, ainsi que la sécurité. Les Palestiniens se voyaient ainsi accorder l'autonomie, self-government. Les principaux contentieux, tracé des frontières, statut de Jérusalem, avenir des réfugiés, sort des colonies, etc., étaient laissés en suspens et feraient l'objet de négociations sur un arrangement permanent, celle-ci devant commencer dès la 3e année de l'autonomie. La philosophie des accords définis par les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies était résumée dans la formule « la paix contre les territoires ». Cette période transitoire de 5 ans, espéraient les négociateurs, permettrait d'aplanir les divergences, de faire taire les haines, de créer un climat favorable à une solution définitive. Personne ne semblait avoir prévu ce qui allait se passer. Ces 5 années, au contraire, avivèrent les méfiances des deux côtés. Parmi les acquis de la négociation, la reconnaissance mutuelle, formalisée par l'échange de lettres du 11 septembre 1993 entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, reconnaissance certes inégale, l'OLP reconnaissait l'État d'Israël, alors que ce dernier se bornait à reconnaître l'OLP comme représentant des Palestiniens, mais qui assurait qu'il existait des deux côtés un partenaire pour la paix.